Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordanier pour l'émission Secret de Pige, l'émission que vous commencez à connaître, puisque ça fait 1 an et demi que tous les mercredis, on se voit avec une nouvelle personne à chaque fois à interviewer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une personne que vous connaissez forcément, puisqu'il est coach formateur, il est youtubeur également. Alors, je ne sais pas s'il aime le terme youtubeur, on va lui demander, mais en tous les cas, il a une chaîne YouTube qui cartonne en plus, où il présente énormément de contenu immobilier. Et donc, ça sera une deuxième chaîne, si vous ne la connaissez pas, à aller voir, en plus de la mienne, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dominique Pireda dans Secret de Pige. Je vous retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello Dominique. Salut Alexandre, bonjour à tous. Coach et formateur. Coach et formateur, je vois que tu as bien retenu la leçon. Oui, tout à fait. Coach, formateur, j'aime bien séparer les deux parce que c'est deux métiers qui sont foncièrement différents. Et par contre, je réponds tout de suite à ta question. Non, je ne suis pas youtubeur et je n'ai pas cette prétention-là. Mais effectivement, coach et formateur sont deux casquettes différentes, même si elles peuvent parfois se compléter. Mais voilà, comme on en discutait un petit peu en off, le terme de coach est un terme, hélas, un peu trop galvaudé aujourd'hui. Mais voilà, quand on est un vrai coach, je pense qu'on a également beaucoup d'armes supplémentaires en main pour aider les gens et qu'en étant un simple formateur, en fait. C'est vrai. Et en plus, tu m'as appris que tu avais fait l'INA, l'école des neurosciences appliquées, l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, je ne savais pas. Bravo. C'est une école que je connais bien, parce que j'ai des amis qui l'ont faite. Et donc, voilà, c'est super. Donc, oui, pour le coup, tu es vraiment coach. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment faire la distinction entre le coaching et le coaching. Parce qu'on a souvent, effectivement, beaucoup de gens qui disent « je suis coach », mais qui n'ont pas les diplômes qu'il faut. Et donc, bravo pour cette mise en application, en tout cas, de tout ce que tu fais. Parce que moi, je te regarde depuis pas mal de temps sur YouTube. On n'avait jamais eu l'occasion de se parler. Et puis, c'est vrai que l'occasion a fait que je t'ai appelé, je t'ai contacté pour savoir si tu voulais faire cette émission. On se connaît peu, finalement. Moi, ça fait, tu vois, 20 ans que je fais de l'immobilier. Donc, j'ai pu regarder tes émissions enfin, en tout cas, tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui sont à chaque fois très percutantes parce que tu proviens aussi du métier de l'immobilier avant tout. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé l'immobilier en 2007. Je suis rentré par la porte de la défiscalisation. Et puis après, j'ai rejoint la transaction classique dans l'ancien. Donc, depuis 2007, ça commence à faire un petit bail, comme dirait l'autre. Et puis, depuis 3 ans, 4 ans, depuis le temps que je suis revenu m'installer dans le sud de la France, effectivement, j'ai dû lever le pied parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas surtout… quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de créer un portefeuille. J'ai commencé à créer un portefeuille, puis je me suis aperçu que j'étais incapable de le respecter, ce portefeuille. Et j'étais en train de faire ce que surtout, j'évitais de faire aux autres. C'est-à-dire que, voilà, un client m'appelait, je répondais pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, arrivé à ce stade, je me suis dit, OK, l'immobilier, on reprendra peut-être après. Tu es suffisamment auprès des gens que tu accompagnes pour savoir ce qui s'y passe. Et justement, avec le coaching, puisque c'est un métier à question, en fait, le coaching, hein, surtout, contrairement aux formateurs où c'est plutôt un métier à affirmation. Donc, voilà, je dirais, je suis autant aujourd'hui sur le terrain, même si physiquement, j'y suis pas. Maintenant, je t'avouerai que ça gratouille de temps en temps. Et l'idée de se dire, tiens, je reprendrais bien un portefeuille, ça manque. Des fois, ça manque. Ouais, tu pourrais même créer un petit réseau parce que vu le nombre de personnes qui te suivent, tu aurais de quoi créer un petit réseau immobilier. Ouais.
Chaque chose a son temps, on va dire. J'ai passé l'âge de créer un réseau. J'ai passé l'âge de créer un réseau. Ok. Du coup, je ne vais pas demander ton âge. Alors, 64 ans seulement. Hein. Ok, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que finalement, tu ne les fais pas. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, merci. Donc, on va parler acquéreur aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle très peu acquéreur. Moi, j'aime parler acquéreur parce que c'est vrai que finalement, les acquéreurs, c'est la base de tout, malgré ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on travaille, il faut des vendeurs. On est là, il faut de la prospection. Mais souvent, on oublie que les acquéreurs sont quand même là pour acheter et qu'à la base, ces acquéreurs, ils sont aussi peut-être propriétaires ou s'ils ne sont pas propriétaires, ils connaissent aussi des propriétaires dans leur entourage. Et donc, l'idée, c'est de se dire que on pourrait aujourd'hui avoir une véritable stratégie acquéreur qu'on n'a pas, que peu finalement de conseillers immobiliers ont. Et est-ce que finalement la solution à il y a trop de concurrence, c'est trop compliqué, les honoraires sont à la baisse, on nous rabaisse nos honoraires à chaque fois, etc., etc. Est-ce que la solution, ce ne serait pas les acquéreurs? Alors, en préparant cette émission, parce que j'ai un petit peu préparé quand même, Oui. comme dans tout, hein, il faut de la préparation, Oui. j'ai réfléchi un petit peu. Alors, pour être tout à fait clair avec ceux qui nous regardent, tu m'as demandé quel sujet tu veux qu'on aborde. Je t'ai dit celui que tu veux, et tu as dit acquéreur, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est un fait, moi le premier, je dois avoir quelques vidéos sur les acquéreurs, sur les 350 ou 400 vidéos qui sont en ligne, mais très peu sur les acquéreurs, enfin énormément sur les vendeurs. Je crois qu'on a un métier où on est obnubilé par le mandat et effectivement, on est obnubilé par les vendeurs. D'ailleurs, il y a un bruit qui court que nos clients seraient les vendeurs et pas les acquéreurs. Je ne vois pas comment c'est possible, mais il y a effectivement ce bruit de cours. Alors, je vais aller plus loin que toi, en fait. C'est que un vendeur, il a d'abord été un acquéreur. Dans la majorité des cas, sauf les cas de succession ou autres, mais dans la majorité des cas, un vendeur, il a d'abord été acquéreur. Il a d'abord été acquéreur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si aujourd'hui, et on est nombreux comme ça à se plaindre de l'image qu'on a, peut-être que c'est parce que justement, comme vous connaissez tous le vieil adage qu'on a que ce sont les premières secondes qui comptent comme dans une relation, peut-être que ces vendeurs d'aujourd'hui, ils sont passés un jour acquéreurs et qu'ils n'ont pas été convaincus par notre travail. Et que ça, c'est très important de se dire, voilà, peut-être que mon acquéreur sera vendeur demain, tu viens de le dire, il est peut-être même vendeur aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait pris peut-être plus précaution de nos acquéreurs avant, peut-être qu'on n'aurait pas cette image aujourd'hui quand ils sont vendeurs aujourd'hui. C'est une réflexion, c'est philosophique, c'est tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a quand même certainement une petite part de vrai là-dedans. Et puis, l'autre travers qu'on a en tant qu'agent immobilier, et moi y compris, c'est qu'on a souvent misé sur du one-shot. On croit que notre métier, c'est du one-shot. Or, notre métier, c'est tout sauf du one-shot. En tout cas, pour réussir, c'est tout sauf du one-shot. Si on l'aborde comme du one-shot, effectivement, ça va être très, très difficile. Si on ne l'aborde pas comme du one-shot et qu'on se dit qu'il y a toujours un reste à gagner, eh bien, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on va aujourd'hui. Donc, les acquéreurs, oui, je confirme, c'est une piste de travail, surtout aujourd'hui, vu le contexte, c'est une piste de travail énorme. Tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand j'ai démarré l'immobilier, en fait, c'était en 2001. Donc, tu vois, ça fait encore plus longtemps que toi. On s'occupait très peu. Enfin, nous, la data, en fait, à l'époque, on ne s'en occupait pas. Parce que, d'une part, parce que ça évoluait très vite et parce que les portables changeaient tous les ans. Il n'y avait pas la portabilité, tu te rappelles, la fameuse portabilité du numéro qui est arrivée après. Et puis, les adresses mail, tout le monde n'avait pas. Et puis, c'est pareil, il y avait des hotmails, des trucs, des machins. Les gens changeaient d'adresse mail tout le temps. Et du coup, on ne s'occupait pas de la data. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, ça allait vite, en fait. C'est-à-dire qu'on passait vite à la trappe tous les acquéreurs, voire tous les vendeurs à un moment donné. Et plus ça a été, en fait, plus on s'est rendu compte qu'il fallait faire attention à sa data. Après, comment travailler la data, ça, c'est toujours un problème parce que avoir de la data, c'est bien. Savoir avoir une vraie stratégie sur la data, c'est encore différent. Mais
souvent, sur des marchés très actifs comme on peut avoir encore aujourd'hui, même si on sent quand même un petit retournement de marché qui peut arriver avec la montée des taux et donc du coup peut-être la durée de vente qui commence à se rallonger, on sent quand même que ça va très vite. Et donc du coup, si on n'a pas le produit qui correspond à l'acquéreur, on avance, quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'occupe encore plus trop des vendeurs en disant moi, si j'ai le bien, de toute façon, j'arriverai à le vendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des appels. Les appels vont générer des visites. Les visites vont générer des offres et les offres vont générer des ventes. Mais cette idée, en fait, de pouvoir réellement s'occuper des acquéreurs, elle est encore vraiment, vraiment très, très, très loin, en fait, dans la tête des personnes. Tout dépend du marché. Il y a des marchés qui sont un peu moins actifs en France, mais quand on est proche des grandes villes, des grandes agglomérations, c'est un petit peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse aujourd'hui se dire, OK, l'acquéreur, c'est quand même la base de la base du client, c'est-à-dire que c'est par là qu'il commence avant d'être propriétaire, et même s'il est déjà propriétaire, il peut être aussi acquéreur, et donc il sera en train de vendre où il va vendre. Donc, comment on peut faire aujourd'hui pour avoir une vraie stratégie qui nous amènera en fait à avoir une base solide et se dire au moins ces gens-là, on va pouvoir réellement s'en occuper. Je pense qu'avant de créer, d'avoir une méthodologie pour travailler la data, comme tu le dis, d'abord la data dans notre métier, honnêtement, mais c'est certainement mon âge qui fait ça, je m'en méfie parce que pour moi, la data, c'est avant tout le contact humain. Donc, on est dans l'immobilier, c'est le contact humain. Donc, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir, c'est la vision. La vision de ce qu'est un acquéreur et de ce que peut être un acquéreur et de ce que peut arriver à être un acquéreur. J'ai souvent l'habitude de dire, et aussi bien pour les vendeurs que les acquéreurs, que pour un tas d'autres choses, j'ai souvent la façon de dire, c'est que dans notre métier, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au one-shot, c'est que on doit toujours avoir un plan A et un plan B. Quand je fais une action, je vois beaucoup de négociateurs qui se plaignent de travailler pour rien. D'accord ? Ah, il m'a encore fait déplacer pour rien. Ah, j'ai été prendre un mandat pour rien. Ah, c'est... Et ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage, en fait. C'est de l'auto-sabotage. Dans notre métier, on doit toujours avoir une vision à moyen, à court, moyen et long terme. Un acquéreur, quand je fais une visite avec un acquéreur, parce que l'acquéreur, il nous vient tout seul, en fait, quelque part. Hein. À la base, j'ai un bien, il m'appelle. Donc, à la base, pour un néophyte, c'est pas un problème d'avoir des acquéreurs. Son problème, c'est d'avoir des mandats. Mais à partir du moment où il a des mandats, il a des acquéreurs. Maintenant, est-ce qu'il va les travailler ou pas ? Ça, c'est autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, le tout, c'est d'avoir un plan A et un plan B. Eh bien, avec les acquéreurs, on peut avoir jusqu'à un plan H. Et ça, je ne pense pas que beaucoup de gens aient cette vision de l'acquéreur et au moins cette façon de travailler l'acquéreur. Un acquéreur, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu le permets maintenant, je peux donner le plan A, B, C, D, E, F, G, oui, H. Bien sûr. Tu peux partager ton écran si tu veux. Oh non, je l'ai à l'écran, ça va être très vite. Okay. Comment dirais-je ? Le plan A, bien évidemment, j'emmène un acquéreur en visite, c'est l'offre d'achat. On est bien d'accord, c'est l'offre d'achat. Ne pas oublier quand même que c'est l'offre d'achat sur le bien que je lui présente, mais ça peut aussi être une offre d'achat sur un autre bien que je pourrais lui présenter. Donc déjà là, sur le plan A, on a déjà une piste de travail. Sur le plan B, ça va être cet acquéreur, si je le trimballe, on va dire comme ça, d'accord ? Ça fait encore un qui visite pour rien. Si je le trimballe, eh bien, qu'est-ce qu'il peut m'apporter d'autre ? Sur un plan B, il pourrait peut-être m'apporter, par exemple, m'aider dans ma négociation avec mon vendeur à faire une baisse de prix. Ça, c'est le plan B. Donc déjà, si on arrive à ça, si on arrive à recueillir de la data aussi pour ça, ça va déjà me faciliter le travail. Et puis, il y a un plan C, c'est que effectivement, tu le disais tout à l'heure, comment il finance le bien que je suis en train de le faire visiter ? Comment il va financer le bien qu'il va acquérir, celui-là ou un autre ? Peut-être qu'il a un bien à vendre. Donc, ça veut dire qu'un acquéreur est bien également un pourvoyeur de mandat, dans certains cas, bien évidemment. Donc là, on est au plan C. Au plan D, cette personne qui visite avec moi, si j'ai le bon contact, si j'ai le bon feeling, si j'ai le bon mindset, si j'arrive à nouer la confiance, il peut peut-être aussi m'indiquer un petit peu ce qu'il a vu dans le quartier.
par exemple, ce qu'il a vu dans la résidence d'à côté. Qu'est-ce que vous avez visité dernièrement? Et par ce biais-là, il peut m'ouvrir des portes. D'accord? Ah, vous avez visité un endroit? Je ne savais pas que c'était à vendre. C'est où exactement? On va pouvoir le questionner. Peut-être même avoir l'adresse, peut-être même avoir le nom du propriétaire, en savoir un peu sur l'état d'esprit du propriétaire. Et pourquoi pas lui dire, écoutez, je peux rappeler cette personne et lui demander, et lui dire que je vous ai rencontré lors d'une visite et que vous m'avez parlé de son bien et que son bien me semble intéressant. On peut continuer à monter, à être amené à creuser comme ça. On est toujours sur une visite d'un simple acquéreur, qui nous aura peut-être déjà dit non sur le bien qu'on lui a présenté. Ça, c'est le quatrièmement. Cinquièmement, donc le plan E. Le plan E, voilà. Oui, j'ai pas la correspondance. Je vais te laisser faire alors. En cinquièmement, donc en plan E, ça va être cette personne-là, si elle a une recherche précise, peut-être qu'elle mérite un mandat de recherche. D'accord? Ce mandat de recherche, il va me permettre quoi? Il va me permettre un plan F qui va être d'aller chercher du mandat grâce à ce mandat de recherche. On est bien d'accord? Et donc de rentrer d'autres biens. On a un plan G, c'est quelqu'un qui pourra me confier la vente de son bien dans X temps. C'est-à-dire que cet acquéreur-là, même s'il n'achète pas avec moi, s'il a eu une bonne impression, eh bien pourquoi pas, est-ce que demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on est vraiment sur le long terme, pourquoi est-ce qu'il ne m'appellerait pas pour me confier son bien à la vente? Je prends un exemple qui m'est arrivé, c'est du vécu. J'avais une maison à vendre, c'était sur Ajaccio, à Porticcio exactement, dans la banlieue d'Ajaccio. J'avais une maison à vendre, et cette maison, ça faisait 5-6 mois que j'avais le mandat, et j'ai un acquéreur qui se présente un jour, des gens qui arrivaient du continent, qui étaient en galère parce qu'ils avaient vendu leur maison sur le continent, et ils étaient chez leurs enfants, en attendant de trouver le bien de leur rêve. Ça faisait quelques mois qu'ils cherchaient, sauf que vivre chez ses enfants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, et qu'au bout d'un moment, la situation était tendue, donc il leur fallait quelque chose d'urgence. Et ces gens-là me font une offre au prix de la maison que j'avais en vente, en me disant c'est très urgent, il faut que ça aille très vite. Bon, je vais voir le vendeur, la vendeuse, pour des raisons que j'ai compris, cette personne, au moment où l'offre, ça nous est tous arrivé, arrive, eh bien cette personne-là s'est désistée, elle a dit non, je ne vends plus. En fait, avec mon frère, on a réfléchi, maman a 90 ans, elle est dans la maison, si on fait ça, il m'a dit que j'allais la tuer, enfin, je vous passe les détails. C'est cette personne-là. Donc, c'est des situations qui sont assez difficiles à gérer, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas autant d'expérience. Et aller dire à un acquéreur qui est dans le besoin, entre guillemets, qui vous fait une offre au prix qui plus est, et lui dire que le vendeur se rétracte et que c'est très compliqué. Je l'ai fait, et apparemment, le message est très bien passé, puisque 5 ans après, cette personne-là m'a rappelé en me disant, écoutez, monsieur Pireda, on revend le bien qu'on a trouvé, pas par votre intermédiaire, puisque ça n'a pas pu se faire, on revend le bien et on veut que ce soit vous qui vous en occupiez, et qui plus est en exclusif. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais perdu, en fait, on n'a jamais perdu. Et puis dernier, on va en H, un acquéreur peut très bien mettre un petit avis positif sur mon site internet ou sur mon Google. Enfin, je veux dire, le tout, c'est de demander. Qu'est-ce que ça coûte de demander ça à un acquéreur? Au bout du bout, tout ce qu'on a vu précédemment n'aboutit pas. Au bout du bout, on tente le tout pour le tout. Pourquoi pas? Il n'a pas de bien à vendre, voilà. Peu importe. Pourquoi pas? Je pense que c'est hyper important. Après, c'est de le canaliser aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ouais, donc en gros, une fois que tu as un acquéreur, en fait, tu as effectivement énormément de possibilités avec lui, ce qui te permet derrière de ne pas perdre ton temps, ce que tu disais, en fait. Et quand tu veux jouer juste l'idée du court terme et que tu as pris ton acquéreur, tu lui as montré le bien et que finalement le bien ne correspond pas, tu peux te dire mince, aujourd'hui, j'ai plus rien à lui proposer, donc il ne me sert plus à rien cet acquéreur. Et au final, en fait, tu as démontré très rapidement que cet acquéreur, en fait, pouvait aujourd'hui te servir à énormément de choses, notamment comme en indicateur d'affaires, par exemple. Ça, c'est
c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. À partir du moment où l'acquéreur, en fait, tu as une relation qui se crée avec l'acquéreur, ou pas, des fois, hein, même, tu leur dis, s'il n'y a pas vraiment de relation, tu peux dire, vous avez visité quoi? Ils vont dire, j'ai visité la maison qui se situe là, dans la rue derrière. Après, il y a des gens qui sont un peu plus fermés. Bon, après, c'est normal, hein, ils respectent aussi la confidentialité, mais il y en a plein qui s'en fichent. Donc oui, tu as raison. Effectivement, on a différents plans avec un acquéreur. Et là où je te rejoins aussi, c'est par rapport à la data, parce que tu dis que effectivement, la data, c'est effectivement important, mais que c'est plus important quand même le contact humain qu'on pouvait avoir avec le client. D'ailleurs, le plan H, je pensais que c'était le plan humain que tu allais nous sortir. Donc, je me suis dit, plan H, c'était le plan humain. Heureusement qu'on n'a pas continué quand même, hein, parce qu'après, il y a des lettres qui sont un peu étranges dans l'alphabet. Hein. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a les chiffres. On s'arrête au H. On peut toujours établir une relation. Je pense que, alors bien sûr, il y a des exceptions. C'est toutes les exceptions qui confirment la règle. On est bien d'accord. Mais bien souvent, à y réfléchir, et je pense que ta position de coach ne me dira pas le contraire, bien souvent, imaginons, ça fait 5 fois, 10 fois que je fais visiter ce bien. J'ai un appel, dans la foulée, quelqu'un le visite. Je vois que d'entrée de jeu, ça ne va pas matcher, quoi, parce que ça aussi, avec l'expérience, on l'a. Mon comportement, quel va être mon comportement? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au plan H alors que quelque part, ça fait 10 minutes que je suis dans la maison et que je sais déjà que ça ne va pas aller et puis que ça me gonfle parce que ça fait déjà 10 fois que je fais visiter et que ce bien, je ne voulais pas le prendre au départ. Comment je vais me comporter moi-même? Je pense que déjà, c'est la principale question. C'est comment moi, je me comporte pour espérer obtenir quelque chose de l'autre. Les gens sont beaucoup plus prêts qu'on le croit à se dévoiler, sont beaucoup plus prêts qu'on le croit à nous aider. Hein. Vous savez qu'on pourrait aider beaucoup plus, mais bien souvent, c'est nous qui n'osons pas demander ou qui ne voulons pas demander d'être aidés. Mais voilà, je pense que la relation, sauf cas vraiment exceptionnel, et puis après, il peut y avoir des circonstances aussi. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé 10 minutes avec les acquéreurs avant la vente. Hein. S'ils sont engueulés dans la voiture, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais voilà, je pense que la relation, il ne faut jamais se dire oh, c'est foutu ou oh, ça m'énerve, parce que sinon, on n'est pas à même de créer quoi que ce soit, quoi, dans l'humain, juste. Tu es dans les émotions. Et une fois que tu as fait monter les émotions négatives sur ta relation que tu peux avoir avec ton acquéreur ou ton vendeur, comme tu dis, parce que ça se trouve, c'est un bien que tu n'as pas voulu prendre au départ, que tu as pris quand même, parce que tu n'as pas osé dire non, parce que ça, on peut en parler aussi, et qu'à un moment donné, du coup, ce n'est pas un bien voulu, tu le fais visiter, mais comme tu le fais visiter à reculons, tu ne le vends pas, et qu'à un moment donné, c'est l'acquéreur qui en prend plein la tête, alors que lui, il y est pour rien. Et c'est marrant parce que à la base, en fait, c'était simplement toi qui n'as pas décidé de prendre la bonne décision au moment où tu avais le choix de dire non. Et donc, forcément, l'acquéreur en prend plein la tête parce que tu en as marre de faire visiter ce bien, que ça fait 10 fois que tu te fais visiter, tu l'as bien dit, et on sent l'expérience là derrière. Donc, c'est chouette. Mais c'est une question d'émotion. Tu es d'accord avec moi? C'est une question d'émotion et ça remet en cause toute la question sur la responsabilisation et sur la responsabilité. Est-ce que je ne suis pas responsable de ce qui se passe? De toute façon, même si je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, on a une part de responsabilité. Rien ne se fait sans notre engagement à un moment ou à un autre. Notre choix ou notre absence de choix, parfois, notre absence de choix. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'ose pas refuser, c'est une absence de bon choix pour nous. Et effectivement, on se retrouve avec une patate chaude. Et c'est toute la problématique. Oui, on est d'accord. Exactement. J'ai une question de Jonathan qui dit est-ce que cette notion d'aide apportée au bon moment fait la différence, vendeur ou acquéreur? Est-ce que cette notion d'aide, cette notion d'aide qui est apportée, en fait, est-ce que finalement l'aide qu'on peut apporter à un acquéreur ou un vendeur peut, elle, faire la différence? C'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, on parle toujours de différenciation du commercial, du conseiller immobilier. Comment se différencier? Est-ce que finalement, on ne va pas pouvoir se différencier avec l'aide qu'on va apporter à l'acquéreur-vendeur, c'est-à-dire finalement
à cette notion de suivi vendeur et acquéreur. C'est très intéressant. On pourrait en parler des heures. Je vais essayer de simplifier. Se différencier aujourd'hui, c'est quoi? Se différencier, je le répète souvent, se différencier, c'est faire son job. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps, n'ont pas pris la mesure du job qu'ils ont. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de problèmes avec les honoraires, d'accord? Des gens qui n'hésitent pas à baisser leurs honoraires parce que, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que eux-mêmes ne croient pas réellement en ce qu'ils peuvent apporter à leurs vendeurs, notamment, puisque c'est le frein, il est surtout sur la prospection. Maintenant, vis-à-vis des acquéreurs, il y a un autre problème, c'est que on pourrait tendre à dire, un acquéreur, il achète ou il achète pas, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, d'accord? Et ça nous arrange bien, parce qu'en fait, on n'a pas à se battre comme ça plaît ou ça plaît pas. On fait visiter, ça plaît. Moi, j'ai entendu de la part d'acquéreurs des gens me dire, mais vous nous faites visiter, mais votre collègue, là, la dernière fois, elle est restée dehors, a fumé sa clope, elle nous a donné les clés, on est rentré, on a visité. Je veux dire, ça plaît ou ça plaît pas. Donc, vous achetez ou vous achetez pas quelque part. Un acquéreur, il faut quand même se mettre à la place toujours de nos clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs d'ailleurs, et se dire que acheter une maison aujourd'hui, c'est quand même très, très, très difficile dans l'esprit d'un acquéreur. C'est très, très, très compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que y a plein de choix. Ensuite, parce qu'on va quand même s'encromer sur 10, 15 ou 25, voire 30 ans, il y a quelques temps encore. Donc, je veux dire, c'est quand même une sacrée décision à prendre. Et puis, n'oublions pas que nous sommes à une ère de ce que j'appelle l'immédiateté, c'est-à-dire que pendant que je suis là à visiter avec vous, Monsieur Alexandre, votre maison que vous me présentez, il y en a 10, 15, 20, 30, 50 qui viennent d'arriver sur Le Bon Coin et qui sont peut-être mieux que celle-là. Donc, si je vous fais une offre, je risque de refuser à arriver à la maison. D'ailleurs, on le sait tous. Une des premières choses que font nos acquéreurs lorsqu'ils ont fait une offre, ils font sur Internet et ils vont voir ce qui est sorti, est-ce que j'ai bien fait, ils vont essayer de comparer. Et en général, d'ailleurs, pour ceux qui c'est arrivé, ça m'est arrivé, c'est là où ils tombent sur l'annonce de la maison qu'ils viennent de visiter, donc ils le connaissent très bien, au Bon Coin, au prix, sans vos honoraires. Sans les honoraires, c'est déjà arrivé aussi. Donc là, voilà, là, on va voir le vendeur et on lui dit, voyez, votre connerie de mettre votre annonce, voilà, on a un acquéreur et voilà. Soit vous perdez pour le coup vraiment 10 000 euros. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir le cas. Bien sûr. Après, il y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure en entrée, c'est qu'on a l'impression que le vendeur est notre client, mais pas l'acquéreur. D'ailleurs, il y a un mensonge à ce niveau-là. On dit c'est l'acquéreur qui paye les honoraires. Qui paye les honoraires? C'est l'acquéreur. Moi, je réponds toujours, c'est l'œuf et la poule. On ne saura jamais qui paye. Parce que imaginez que vous ayez un bien à 200 000 euros, d'accord? Vous l'affichez à 200 000 euros et vous avez une offre à 190 000 euros, d'accord? Vous faites passer cette offre à 190 000 euros avec le vendeur. Qui a payé les honoraires? Pour moi, c'est le vendeur à ce moment-là. Donc, c'est vraiment avoir cette vision de ce qu'on peut faire avec un acquéreur. Un acquéreur, il faut l'accompagner, bien évidemment. Après, est-ce qu'on peut le faire changer si vraiment c'est pas pour lui, si la maison n'est pas pour lui? Mais on a beaucoup de cas où la maison est pour lui et il ne fera pas d'offre parce qu'il lui manque quelque chose. Mais heureusement que c'est comme ça. Heureusement, parce que si c'était pas comme ça, ça voudrait dire que tous les vendeurs sont capables de faire la vente sans nous. Notre différence, elle est là. Elle est sur ce qu'on va apporter à un acquéreur, justement, qu'on va relancer, on va le préparer, on va faire un closing. Et c'est là où est notre force. Donc, si on n'avait pas cette force-là, je ne vois vraiment pas à quoi on servirait. Donc, voilà, en fait, oui, ça a une importance. Se différencier, c'est faire son job. Et faire son job, c'est avoir cette notion de dire, l'acquéreur, je peux l'aider. Il est devant un gouffre, là, il doit me faire une offre. Il ne va pas forcément oser me la faire. Et comment je peux l'amener? C'est en le rassurant, en lui expliquant ce qui va se passer, en lui expliquant qu'il peut faire une offre, en lui expliquant qu'il doit faire une offre, même, je veux dire, peu importe. Si il y a deux cas de figure, la maison ne lui plaît pas du tout, ou la maison, bof, d'accord, bof. Bof, ça veut dire quoi? Bof, c'est le prix par rapport à ça, ou c'est que vraiment ça ne te plaît pas? Si ça ne te plaît pas, effectivement, qu'est-ce qui te plaît? Et là, on rebondit sur les autres points. Ou alors, fais une offre. Fais-moi une offre à n'importe quel prix. Moi, les offres, comme je dis toujours, le prix de l'acquéreur, je m'en contrefous. Ça me servira toujours. Oui.
Après, c'est difficile. Quand les offres sont très très basses, ça peut être un bon boomerang pour toi quand même. Ça peut vraiment te ramener. Après, le client, le vendeur, moi, ça m'est déjà arrivé. Il me dit, mais attendez, pourquoi vous m'amenez une offre aussi basse? Parce que c'est le client. Oui, mais attendez, vous ne pouvez pas me ramener une offre aussi basse. Vous êtes là, c'est pour vendre mon bien au prix de l'estimation. Alexandre, je suis très à l'aise avec ça, moi, parce que non, monsieur le vendeur. D'ailleurs, je vous rappelle, monsieur le vendeur, que je vous l'avais annoncé lors de la prise de mandat, et je me souviens très bien ce que vous m'avez dit. D'ailleurs, vous m'avez dit même 1 000 € au-dessous, je ne prendrai pas. Là, on est à 50 000 au-dessous, d'accord? Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je suis tenu par la loi de vous présenter l'offre, donc je vous présente l'offre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous êtes libre à vous de l'accepter, de ne pas l'accepter, de remonter, de ne pas remonter. En tout cas, elle est là. Ce qui prouve que voilà, mon job a marché. Maintenant, ça prouve le travail. Voilà, tout à fait. Donc, moi, là-dessus, j'ai toujours été très à l'aise. Et puis, surtout, avec l'expérience, et ça a dû t'arriver aussi, on a des offres, des fois, qui passent. Mais je veux dire. Qu'on ne pensait pas. On ne pensait pas. Par contre, tu vois, par exemple, la notion d'aide acquéreur, elle est hyper intéressante. Mais lorsque tu es mandaté par un vendeur, tu es mandaté par lui. Quand tu es en mandat exclusif, tu sais que finalement, pendant 3 mois, tu vas pouvoir travailler. On ne va pas te piquer, entre guillemets, ton affaire, c'est-à-dire ton collègue, il ne va pas pouvoir te la vendre à ta place, le collègue de l'autre agence. Lorsqu'on travaille avec un acquéreur, l'acquéreur, il peut aller chez Dr House, chez La Forêt, chez Agentis et d'autres. Donc, si effectivement cet acquéreur peut aller dans toutes les agences, d'accord, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, en fait, les conseillers immobiliers ne veulent pas trop travailler sur les acquéreurs, les aider, entre guillemets, parce que l'aide que tu peux apporter à un acquéreur, moi, on m'a toujours dit, c'était ce qu'on m'avait appris au début, on m'avait dit, fais attention, parce qu'à chaque fois que tu présentes un bien à un acquéreur qui ne prend pas, et petit à petit, en fait, tu vas travailler pour lui, mais tu travailles pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'au final, tu vas lui présenter un bien, donc il va affiner sa recherche. Et comme toi, tu ne lui as pas présenté finalement le bien qu'il va prendre, finalement, il va affiner. Et puis peut-être qu'un jour, il y a un concurrent qui va l'appeler pour lui proposer quelque chose. Et à ce moment-là, il va se décider. Est-ce que ça ne serait pas plus simple finalement de dire pourquoi on n'essaye pas de travailler plus en mandat de recherche exclusif, de manière à pouvoir se dire, clairement, je tiens un acquéreur, on a un bon contact ensemble, je suis là pour l'aider. Mais pour ça, il faudrait que finalement, on ait une ouverture globale du marché immobilier, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait bien ce qui se passe, c'est que les agences, quand elles prennent leur petit mandat exclusif, veulent se le garder pour elles, en se disant, au moins, j'aurai ma com complète. Mais ce ne serait pas la solution finalement? Alors, ce serait peut-être la solution, mais dans ce que tu dis, ça rejoint tout à fait le sujet de cette interview. C'est que effectivement, mon client est devant moi, mon acquéreur est devant moi. J'affine sa recherche. À moi, effectivement, soit de rebondir sur un mandat de recherche. C'est pas toujours fiable un mandat de recherche parce que ou alors faut qu'il soit exclusif. Mais très peu de vendeurs, très peu d'acquéreurs, par contre, sont prêts à signer un mandat de recherche. Mais soit je lui fais signer un mandat de recherche, soit effectivement, je vais continuer à le suivre et je vais lui trouver ce qu'il veut. Et justement, on va rebondir sur le fait que je vais être légitimé, parce qu'il y a ça aussi. Quand j'appelle quelqu'un en mandat de recherche, je suis beaucoup plus légitimé et je me sens beaucoup plus légitime pour essayer d'obtenir au moins une visite du bien que lorsque je suis en pige, par exemple, où je fais simplement de la prospection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acquéreur m'a déjà aidé à ce niveau-là. Il m'aide, je vais aller visiter ce bien. Charge à moi d'avoir le mandat après ou de lui apporter des acquéreurs. Mais voilà, donc ça veut dire que déjà là, l'acquéreur m'aide et moi, je vais l'aider aussi parce qu'effectivement, je peux avoir ce bien, je peux aller voir ce bien et peut-être que ça peut matcher. Maintenant, je peux aussi avoir des biens en stock dont je n'ai pas le mandat, que j'ai visité il y a X temps ou pas, ou que je connais alors là aussi, ou que je connais par d'autres négociateurs du coin avec qui je travaille et qui m'ont mis tous les premiers jeudis du mois, on boit un verre ensemble et on étale nos biens. C'est toute cette démarche-là. On est vraiment sur la construction. Je pense que ce qui tue le métier et ce qui tue beaucoup de négociateurs qui rentrent dans ce métier, c'est ce manque de vision long terme et de se dire qu'ils sont là, mais ils n'ont pas cette vision de se dire
je suis là aujourd'hui, ça va être dur, parce qu'il faut être honnête, ça va être dur, mais dans 10 ans, je serai là. C'est cette projection de se dire, voilà, ce que je vais construire aujourd'hui, c'est ça. On le voit avec les estimations, on fait beaucoup d'estimations, on fait parfois les estimations, les gens nous disent au téléphone, je vous préviens, c'est pour une succession, on ne veut pas vendre. Qu'est-ce que je fais? Je fais une estimation, je ne la fais pas. Moi, mon truc est simple. Soit tu es gavé jusque-là et que tu as 5 compromis en cours, tu as 10 actes authentiques à signer et que tu as 12 mandats dans ton portefeuille, d'accord, dont 8 exclusivités. Dans ce cas-là, oui, ne perds peut-être pas ton temps, n'investis pas pour aussi longtemps. Maintenant, si tu débutes et que tu n'as que ça à faire, sauf à te lamenter parce que tes annonces ne paraissent pas ou parce que ci ou parce que ça, vas-y, fais cette estimation. Tu ne sais pas ce que ça peut donner. On a dans le réseau Dr House, mais moi, ça m'est déjà aussi arrivé, on a des gens qui font des estimations et 5 ans plus tard, ils ont un appel téléphonique des gens. Vous m'aviez fait une estimation à l'époque. Ben ouais, mais une vente dans l'année, ça peut changer tout le cours de l'histoire pour chacun d'entre nous. Donc, c'est ça qui est important. Bien sûr, bien sûr. Il y a encore des gens qui se posent la question s'ils doivent faire une estimation. Oui, bien sûr. Oh, j'en ai marre, je fais les... Alors, là aussi, j'en ai marre, je fais des estimations sans arrêt, on me demande des estimations, je les fais, il n'y a rien derrière, je voudrais les faire payer. Alors, d'une part, tu n'as pas le droit de les faire payer, et puis il y a peut-être quelque chose à te poser, une question à te poser. Si tu fais des estimations à tir-larigot et que tu n'as pas de mandat derrière, une succession, je veux bien, 2 successions, je veux bien, au bout d'un moment, il faut te poser la question. Il y a un problème de transformation. C'est toujours pareil. Hein. C'est la formation de base là, qui manque souvent. Ouais, là, il faut aller voir Dominique parce que effectivement, il y a peut-être un petit souci au départ. D'ailleurs, au départ, tout se joue au téléphone, c'est-à-dire effectivement l'accroche au téléphone et les questions que tu vas poser au téléphone, savoir si effectivement tu veux partir à faire cette estimation ou pas. C'est-à-dire effectivement, il y a des questions quand même à poser. Et encore une fois, savoir dire non, c'est aussi des fois aussi savoir se choisir. Et c'est à partir du moment où tu dis non, c'est que finalement, tu sais que de toute façon, c'est clair pour toi, c'est que de toute façon, ça n'aurait pas été. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, un problème d'émotion, si on part en reculant, eh ben, c'est sûr qu'on ne va pas y aller correctement. Et donc, l'estimation, de toute façon, autant ne pas la faire parce que les gens, ils ont besoin de personnes positives, de personnes qui soient capables de leur vendre leurs biens et donc leur montrer qu'ils sont capables de vendre leurs biens. Et ça, c'est important. Je pense que c'est hyper important. Concernant les acquéreurs, on a fait un bon bout de chemin là ensemble et je te remercie. Ce qui est clair, c'est que du coup, comme on l'a vu, donc en fait, un acquéreur peut servir à beaucoup de choses. Peut servir, j'aime pas trop ce mot-là parce que je trouve que c'est voilà, mais en tout cas, on peut effectivement réaliser différentes actions avec un acquéreur. Et donc l'acquéreur en fait n'est pas là juste pour faire une visite, mais derrière, en fait, ça peut être juste un avis sur un téléphone, ça peut être sur Google, ça peut être aussi, comme tu l'as dit, un prescripteur, ça peut être pas mal de choses qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on puisse comme ça développer cette base acquéreur. Est-ce que toi, tu es pour… on n'a pas parlé de digital, je sais que tout à l'heure, tu as parlé plutôt de rapport humain. Est-ce que tu es pour le digital ou pas? Alors, le digital, il est incontournable aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça ne doit surtout pas être une fin en soi. Et je pense que d'ailleurs, depuis, moi, en tout cas, j'ai l'impression, alors après, est-ce que c'est simplement la traduction de vœux pieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression il y a un décalage par rapport au digital, par rapport à ce qui se faisait avant le Covid et maintenant. Les gens, le digital est beaucoup moins, moi je le vois sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose qui est important, parce que les gens sont sans arrêt sur leur téléphone, mais qui a beaucoup moins de poids, qui a beaucoup moins de consistance. Et oui, il faut être sur le digital, mais la finalité, c'est la rencontre. La finalité, comme je dis tout le temps, on peut vous donner on peut vous donner tous les leads du monde. Au bout d'un moment, il va falloir avoir une relation. Il va falloir à un moment, il y aura un genre de pige à faire. Je veux dire, un lead aujourd'hui, justement, un lead Internet aujourd'hui, c'est pas un lead qualifié. Les 3/4 des leads sont des leads, c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est comme si c'était la panacée. Donc, on brasse là-dedans et on vous envoie un lead. Qu'est-ce que c'est qu'un lead? Un lead, c'est guère plus qu'un gars qui a passé une annonce sur le bon coin. Je veux dire, sincèrement,
Voilà, donc c'est la relation que vous allez mettre derrière qui va faire que vous allez réussir à accrocher. Tu parlais des oui tout à l'heure, des non, pardon, tout à l'heure. Et oui, moi j'ai l'habitude de dire que dans notre métier, c'est avec le non qu'on travaille. C'est pas avec le oui. Le non est beaucoup plus important. Dans une relation vendeur et négociateur, le non est beaucoup plus important. C'est dans le non qu'on trouve la matière pour faire accepter les choses. C'est pas dans le oui. Le oui, les trois quarts, je veux dire, quand j'entends des formateurs, alors là aussi, sur les formateurs, on pourrait en dire, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a du très mauvais, il y a du très très bon aussi. Mais quand on entend un formateur qui dit, il faut tenir 3 oui, donc le oui, c'est votre bien, c'est bien 3 pièces, oui. Alors pourquoi pas, il fait beau aujourd'hui, oui. Et pourquoi pas, vous appelez bien Monsieur Durand, oui. On a les 3 oui, c'est enveloppé, c'est pesé. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter. Non. Ouais, je l'ai. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu justement une conférence de Julien Pellambert l'autre jour et justement il parlait de ça. Donc Julien Pellambert, c'est un spécialiste en négociation et justement il parlait justement du fameux Yes 7. Alors que moi que j'utilise beaucoup parce qu'on l'utilise en PNL, en hypnose, le Yes 7, mais on l'utilise à un certain niveau. Et effectivement, dire qu'il faut 3 oui pour ensuite avoir un 4e oui et dire écoutez, maintenant signez là et que la personne va signer, c'était complètement faux. Mais c'est intéressant en termes de reformulation quand même. Ouais, pas faux. Moi, je l'ai utilisé dans les années 80 pour vendre de l'assurance vie. Mais on était sur. On peut l'utiliser encore. Voilà. Non, mais on peut l'utiliser encore en termes de reformulation, juste en closing, par exemple. En closing, voilà. Voilà. En closing, ça peut fonctionner. Mais je suis d'accord avec toi. Le non, en fait, amène finalement discussion. La matière. Il y a un non, ça veut dire que la personne, en fait, demande des précisions. C'est-à-dire qu'il est là et il se dit non, en fait, ça ne me convient pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose pour lequel ça ne convient pas. Et donc, c'est là où ça devient intéressant et va falloir creuser. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Si tout le monde disait oui, ça serait chiant, quoi. Hein, ça serait chiant. Tu parles de Julien Pellambert. J'ai lu ses 2 bouquins et actuellement, je termine sa formation, de sa certification de négociateur, justement. Donc, ok, d'accord. Je connais très bien aussi. Mais oui, voilà, c'est sûr que c'est la différence d'ailleurs entre un produit, quand je vends un produit, effectivement, je me base sur quelque chose de factuel. Donc ça, vous aviez besoin d'un téléphone avec 3 objectifs. Voilà, là on peut obtenir un oui, si tu veux, on peut sur un produit fini, oui. Et c'est la grosse différence que je fais, et je me bats depuis des années là-dessus, c'est que nous ne sommes pas des vendeurs. J'ai été vendeur, j'ai vendu de l'assurance vie, j'ai frappé aux portes, je me suis fait jeter, je me suis fait lâcher les chiens au derrière. Je sais ce que c'est dans les années 80, hein, donc je sais ce que c'est que de vendre avec le pied dans la porte. Aujourd'hui, c'est fini. Ça, d'abord, ça marche plus et heureusement parce que c'était limite légale. Mais dans notre métier, nous ne sommes pas des vendeurs. Nous ne vendons pas. Nous sommes des négociateurs. La meilleure preuve, c'est que on a, je dirais, c'est la grosse erreur de la loi Hoguet, hein, une loi qui a plus de 50 ans maintenant, c'est d'avoir parlé de mandat de vente. On n'a pas un mandat de vente, on le sait tous, on a un mandat d'entremise. Qui dit entremise, il y a 2 solutions, soit que vous entremettez avec vous-même, d'accord ? Et dans ce cas-là, c'est plus de l'entremise, soit vous entremettez avec 2 personnes. Il faut mettre ces 2 personnes d'accord, vous êtes au centre, parce que le but, c'est pas de mettre ces 3 personnes d'accord, c'est d'en mettre 2 d'accord, c'est notre métier, et on sera au centre, donc effectivement, on sera tous les 3 d'accord, mais le but, c'est de travailler sur l'accord des 2. Donc, c'est de la négociation. Notre métier, c'est négociateur. C'est pas vendeur. On n'est pas vendeur. Pour moi, je suis pas vendeur. D'ailleurs, j'ai pas de mandat de vente. Je vois pas ce que je peux vendre puisque je ne peux pas m'engager au nom de mon client. Si on avait tu peux te vendre toi-même. Oui, oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui, me vendre moi-même, bien évidemment, Mais je veux dire, au nom de mon client, au nom du mandat que j'ai, je ne suis pas un vendeur. Je n'ai pas prendre le mandat. Et pour prendre le mandat au départ. Oui, je me vends moi. Oui, moi. Oui, on est bien d'accord. D'accord. Oui. Mais encore que, et là, ça reste de la négociation, parce qu'on n'est pas sur le factuel, on est sur l'humain, donc ça reste une négociation. Mais oui, on est. Je pense qu'on est d'accord. Après, je termine avec ça. L'acquéreur, effectivement, la grosse difficulté avec un acquéreur, donc c'est qu'on va l'aider par un bon closing, on va l'aider à faire une offre. Si cette offre est acceptée, c'est pareil. Là, il va falloir aussi travailler là-dessus. Moi, je vois trop d'offres qui sont faites sur le capot d'une voiture sans lendemain.
la période de tous les dangers pour un acquéreur, c'est pas post-compromis, c'est entre le compromis et l'offre d'achat. C'est là où tout se joue. Pourquoi ? Parce que tous les gens autour de lui vont lui dire qu'il a fait une connerie. Alors, c'est pas qu'ils sont méchants, ces gens-là, c'est pas qu'ils vous en veulent, c'est tout simplement qu'il est bien plus facile de jouer les sauveurs que de jouer les casse-cous. Et de dire à quelqu'un, oh, t'es sûr, t'as pas fait une connerie, là. Eh bien, t'es sûr, dans ce quartier, ça vaut pas ça, ou on t'a payé cher, t'es passé par agence. Tous ces gens-là sont de bonne intention, sauf que ils vous sapent le travail. Donc, il faut avoir une durée très courte entre l'offre d'achat et le compromis. Et puis après, il y a ce qu'on appelle ce que j'ai appelé les tontons flingueurs sur une vidéo. Il y a tous ceux qui vont revenir avec le tonton qui est un grand architecte des années, voilà, et qui a construit 3 poulaillers dans sa vie et qui, lui, va apporter son grain de sel. C'est aussi un danger. Ça aussi, il faut le maîtriser. Je veux dire, ça fait partie de la maîtrise des acquéreurs. Ouais. On peut le savoir au départ, en règle générale. C'est-à-dire, effectivement, il faut poser la question au départ. Qui finalement achète le bien, et est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de visiter pour pouvoir, qui puissent avoir un accord d'une autre personne de sa famille. Ça aussi, c'est des questions qu'on peut poser, parce que si effectivement au départ on ne le sait pas, c'est la cerise sur le gâteau. C'est effectivement c'est le père qui débarque de son Poitou et qui va trouver tout très cher. C'est le tonton qui va taper sur les cloisons en disant mais c'est quoi cette merde, etc. Il vient pour ça, hein. Il vient pour ça. Il vient pour ça, lui. Lui, il vient pas. Lui, il a rien à faire là si l'offre elle est signée. Il vient uniquement pour faire changer la vie. Et c'est là où il y a toute une. On pourrait aussi faire une émission là-dessus, où il y a toute une manière de faire avec ces gens-là qu'il faut prendre dès le départ, qu'il faut porter au nu, tout en se mettant légère juste au-dessous. Et voilà. Après, c'est des techniques. C'est surtout de l'expérience. Ouais. Et puis surtout, au départ, c'est le questionnement du départ, parce que le questionnement, il est important, et connaître les paramètres au départ, c'est important. Alors, des fois, on ne connaît pas tout, et des fois, ils ne nous disent pas tout, mais plus on va poser de questions au départ, on n'a pas parlé du questionnement, mais tout à l'heure, j'ai eu une information, je crois que c'était Marjorie qui disait « Dominique, tu ne fais pas de découverte avant d'emmener en visite ?» J'imagine que oui. J'imagine que la découverte, elle est obligatoire avant d'emmener les acquéreurs en visite. Alors, la découverte, elle est obligatoire. Après, toujours pareil, je mets toujours un peu de bémol. Si j'ai un mandat en stock, que je débute, que non, emmenez les gens sur le terrain. C'est sur le terrain que vous allez apprendre. C'est en face à face que vous allez apprendre. Ah oui, par téléphone, il y a toujours. Voilà. Mais oui. Sinon, oui, bien sûr, si on a de la bouteille, il y a une découverte acquéreur, bien évidemment. Ouais. Si on débute, c'est comme dire c'est pas de plan B, c'est un mandat exclusif ou c'est rien. Pour moi, c'est une absurdité, parce que lorsqu'on démarre, il faut mieux prendre, parce que c'est quand on démarre qu'on se fait son expérience. Et j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, moi, après 20 années d'expérience, je sais reconnaître un mandat simple que je pourrais prendre quand même et qui m'apportera peut-être une vente, plutôt que ou des acquéreurs qui me permettront derrière de faire d'autres ventes, plutôt que pas prendre du tout de mandat et me dire et le laisser finalement, parce qu'un simple avec 2 agences peut devenir une exclue pour celle avec qui tu es en concurrence si tu refuses le mandat. Donc, il faut faire très attention à ça. Et quelquefois, en fait, il faut mieux prendre le simple lorsque on a étudié le dossier et qu'on sait qui on a derrière, etc., que les honoraires sont bons et que le prix est bon et qu'on peut avoir des accords rapidement dessus, plutôt que rien prendre. Tu es d'accord avec moi ? Ouais, j'en parlais ce matin sur une émission. C'est bizarre que tu dis ça, parce que c'était ce matin, c'était pas un autre jour, c'était vraiment ce matin. J'ai abordé l'exclusivité sur un call que je fais tous les jours, quotidien. Et je leur disais, alors certains, on était partis sur le mandat exclusif, et il y a certains qui disaient, moi je ne travaille plus qu'en mandat exclusif. Je dis, attention, moi j'apporte aussi un bémol, c'est que si moi demain je reprends un portefeuille, je vais bien sûr avoir une ligne de conduite, c'est le mandat exclusif, mais voilà, c'est l'opportunité qui fait. Il peut y avoir un mandat que je sens qui est un peu fragile avec les autres agences, ou un mandat qui me donne envie vraiment, parce que je sais que c'est un bien qui risque de se vendre dans mon portefeuille acquéreur justement rapidement. Donc je vais pas être un intégriste en disant si c'est pas la signature du mandat exclusif, je vais pouvoir choisir. La seule différence, c'est que je vais effectivement pouvoir choisir mes mandats, parce que ma ligne de conduite, c'est le mandat exclusif et que je sais le faire et que j'ai du mandat exclusif. Mais bien évidemment,
pour moi, le gars qui dit non à tout, c'est simplement je dirais par entêtement, passe-moi l'expression, mais c'est une grosse bêtise, quoi. C'est une grosse bêtise. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Tout s'étudie et notamment au départ, en fait, c'est la connaissance de son marché et de la concurrence de ses concurrents. C'est important aussi d'étudier ses concurrents. Le nombre de conseillers immobiliers qui démarrent dans ce métier et qui ne font même pas d'enquête sur leurs concurrents, savoir qui ils sont, comment ils bossent, est-ce qu'ils ont beaucoup vendu, est-ce qu'ils font comment ça se passe, ils font des belles photos, leurs textes pub, où ils communiquent, etc., etc. Tout ça, c'est hyper important. Parce que ce n'est pas pour dénigrer le concurrent, mais c'est pour savoir finalement qui on a en face de soi. Et qu'au moment où on est en mandat simple, si on est face à un concurrent qui traîne les pattes avec des conseillers qui restent à l'agence et qui ne font rien de la journée, ça vaut presque un mandat exclusif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, un mandat simple, comme tu l'as dit très justement, j'entends souvent des gens dire « Ah, de toute façon, je ne peux pas prendre de mandat exclusif, il y a un mandat simple. » Je dis, mais attendez, le mandat exclusif, c'est maintenant. Si ce n'est pas possible maintenant, il faut l'avoir dans le viseur pour plus tard. Okay. Bien évidemment, c'est la façon de vous différencier. Après, il y a quelque chose qui me gêne, c'est les gens qui disent que… j'ai mangé la grenouille, là. Je ne me souviens plus. Tu disais, ce que tu disais à la fin, c'était quoi, là? C'était qu'il fallait connaître ses concurrents et qu'en fonction de la connaissance… Voilà. Il y a aussi quelque chose qui m'énerve. Même si ça fait bien, c'est de dire, voilà, le seul concurrent que j'ai, c'est le particulier. Bon, ok, le particulier est un concurrent, bien sûr. Après, j'ai certains de mes confrères qui ne sont pas des concurrents, qui peuvent être des confrères réellement, mais on a aussi tous des concurrents. Je veux dire, il faut arrêter. Bien sûr, les agences avec qui on a téléphoné pour faire une interagence, le mec nous dit, moi, je ne fais pas d'interagence, ou revenez me voir dans 3 semaines quand j'aurai vraiment éculé le mandat. Bon, celui-là, pour moi, c'est un concurrent, point barre, c'est tout. S'il veut me voir, je le prends, mais s'il ne vient pas me revoir, c'est un concurrent. Donc, il faut arrêter de dire, moi, le seul concurrent qu'on a, ça fait très bien dans le… Oui, bon. Mais bon, il faut arrêter de dire les seuls concurrents, c'est le particulier. Ouais, on est d'accord. Dominique, est-ce que tu as d'autres conseils par rapport aux acquéreurs et par rapport à la gestion d'acquéreurs? Non, non, revoir sa copie, vraiment se poser. C'est encore ce que je disais ce matin sur cette matinale, c'est de se dire, voilà, un acquéreur, c'est quoi? Comment je peux travailler mon acquéreur? L'écrire noir sur blanc, avoir des objectifs, se dire, voilà, il faut que j'évolue, et surtout se dire que si ça ne fonctionne pas, eh bien, j'ai ma part de responsabilité. Donc, si ça ne fonctionne pas, si je fais beaucoup de visites et que j'ai pas d'offres, déjà, c'est pas normal. On doit tout faire pour avoir une offre, voilà, quelle qu'elle soit. Même si elle est 50 000 au-dessous, c'est pas grave, je vais la présenter, retranchez-vous sur ce que je disais tout à l'heure en disant c'est la loi qui m'y oblige, mais au moins ça fait réfléchir votre propriétaire. Un propriétaire qui reçoit une offre 50 000 ou dessous, d'accord, il prend une grosse baffe, effectivement. Faites attention de ne pas en prendre une aussi, mais il se prend une grosse baffe, c'est évident. Mais quand vous lui rapportez une offre qui est 25 000 au-dessous, il y a 2 façons de voir les choses. Hein. Il a gagné 25 000 euros par rapport à votre ancienne offre, ou il perd que 25 000 euros. Donc, je veux dire, c'est toute une psychologie, et je pense que notre métier est un travail qui porte énormément sur la psychologie. Et voilà, donc revoyez votre copie sur les acquéreurs. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, même si je disais au début de cette interview que c'était peut-être une erreur, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui, mais on ne va pas refaire le passé. Donc, les acquéreurs sont à travailler. Travaillez vos acquéreurs, travaillez sur votre secteur aussi, c'est hyper important. Quand vous adressez à un vendeur qui est sur votre secteur, qui vous a peut-être croisé à la boulangerie, à la pharmacie, à l'école pour les choses des enfants, c'est un point d'entrée énorme. Mais les acquéreurs, c'est pareil. Trouver aussi des points de concordance avec un acquéreur. Pourquoi? Parce que l'acquéreur, c'est pareil. Il a besoin de vous faire confiance. Et qu'on fait confiance à quelqu'un qui est, même si je t'ai jamais rencontré, tu habites à côté de chez moi, eh bien, il y a un morceau de confiance qui vient automatiquement. Et ça aide énormément. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Parce que j'estime que si tu habites à côté de chez moi, quelque part, tu ne peux pas m'escroquer. Et tu ne peux pas m'escroquer. Pourquoi? Tu vas être beaucoup plus vrai parce que tu habites à côté de chez moi. Ce qui peut être complètement aberrant parce que les plus grands assassins ont des voisins. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vrai. Et par rapport à ce que tu dis, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu pars en vacances. Alors, par exemple, tu pars en vacances dans un pays étranger. D'accord? Alors, là, si tu pars en vacances en pays étranger, tu vois un Français,
tu as l'impression que c'est un ami. Un C'est-à-dire que, ami. oh là là, un Français, c'est génial. Alors que tu le verrais dans la rue, tu lui dirais même pas bonjour. Tu dirais, ce gros beauf. C'est ça. Et quand tu es à un autre niveau, par exemple, tu vas en vacances dans le sud-ouest et là, tu rencontres un gars qui habite dans ta commune. Ben, c'est pareil, en fait. Ça devient un ami, en fait. Oh là là, on habite dans la même commune et tout, c'est génial. Et c'est très marrant parce qu'en fait, les gens, en fait, vont, en fonction des cadres, vont se rapprocher par affinité. Et en fait, l'affinité, ça peut être effectivement le fait d'habiter dans la même commune quand on se voit très loin, ou ça peut être tout autre chose. Mais c'est vraiment très rigolo. C'est ce qui rassure, c'est la vision de la carte du monde. Hein. C'est ce qu'on appelle dans coaching, tu vas voir, la vision de la carte du monde. C'est voilà, à quoi je me rattache. Il ne faut pas oublier qu'on ne vit qu'au travers de nos peurs, principalement au travers de nos peurs. Donc, et ces peurs-là en font partie. Je veux dire, un étranger, ça reste un étranger. Alors, il y a l'étranger parce que je ne le connais pas, il y a l'étranger parce qu'il n'habite pas la commune, il y a l'étranger parce qu'il n'habite pas le département, il y a l'étranger parce qu'il habite le sud et moi le nord, et puis il y a l'étranger parce que c'est un véritable étranger. C'est qu'on le veuille ou non. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est comme ça? Et je pense qu'il faut le savoir. Il ne faut pas le rejeter parce que tout ça, ce sont des signaux et ce sont des alertes dont on a besoin. Il faut simplement les percevoir au travers de soi d'abord. On a trop tendance à juger l'autre avant de se juger soi-même. Jugez-vous, regardez-vous en clientèle. Chaque fois que vous sortez de clientèle, refaites le film et dites-vous où est-ce que vous avez péché vous et arrêtez de dire qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il n'aurait pas dû me dire ou qu'il m'a mal dit. Ou voilà. Dites-vous, moi, comment il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça en fait? Qu'est-ce que j'ai posé comme question avant? C'est vous qu'il faut regarder. C'est une caméra, c'est pas une caméra comme ça, c'est une caméra. Là, il faut vous mettre en, comment on appelle ça, en FaceTime. Non, c'est pas FaceTime, c'est. Comment c'est la caméra en mode selfie. En mode selfie, voilà. Il faut vous mettre en mode selfie pour vous regarder. Et je peux vous assurer que là, vous avez une marge de manœuvre qui est énorme. Et après seulement, on peut s'attaquer à l'autre. Quand je dis s'attaquer, ce n'est pas péjoratif, bien évidemment. On peut étudier l'autre. Mais l'autre, dans la majorité des cas, a réagi par rapport à vous. D'accord? Et vous avez réagi par rapport à lui. Sauf que vous êtes le négociateur. Donc, c'est à vous de vous écarter, c'est à vous de laisser passer, c'est à vous d'utiliser. Voilà, ça sera mon mot de la fin sur ce sujet-là. Après, s'il y a d'autres questions, bien évidemment. Juste une dernière question. Là, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la guerre, etc., est-ce que tu as vu, toi, dans tes coachés et dans tes formations, des gens en fait qui galèrent un peu plus avec la montée des taux, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'en fait, c'est un sujet acquéreur aussi. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, tu as connu aussi des crises dans le milieu de l'immobilier, comme moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on est au début d'une petite crise immobilière, dans le sens où effectivement, les taux qui remontent, les prix qui vont peut-être commencer un petit peu à baisser, les acquéreurs qui vont commencer à réfléchir? Qu'est-ce que tu en penses? J'aime pas donner mon avis là-dessus, d'abord parce que je ne joue pas à Pierre et le loup. Quand il y a eu le Covid, je me suis mis comme toi certainement, comme beaucoup qui étions déjà un petit peu sur Internet, on a fait des webconférences et je me suis alpagué une ou deux fois avec des gens qui effectivement avaient connu 2008, donc disaient le Covid c'est rien, ça va passer, c'est rien du tout. Moi j'ai connu 2008. Je pense qu'il n'y a aucune crise qui ressemble à une autre crise. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un tassement actuellement. Maintenant, il y a quand même une situation géopolitique internationale qui est quand même très particulière. On est quand même en guerre, et c'est quand même une guerre qui n'est pas très très loin de chez nous. Ça, c'est sûr, il faut en tenir compte. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur aussi géopolitiquement intérieur. On est quand même, on sera fixé dimanche, on est quand même sur aussi quelque chose d'assez lourd. Donc, il est normal qu'il y ait un tassement. Pour moi, il est normal qu'il y ait un tassement. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Est-ce que je dois pleurer dans le giron de maman et me recroqueviller? Je dois faire ce que tout bon gestionnaire doit faire d'une entreprise. Et je vous rappelle qu'on a tous une entreprise à gérer quand on est indépendant. Et je dois trésoriser. Voilà. Trésoriser, tout simplement. Je dois mettre de l'argent de côté. Faire attention à mes dépenses. Faire attention à mes dépenses. Mais surtout, accélérer le mouvement. Parce que je suis dans quelque chose qui ralentit, mais ce n'est pas quelque chose qui est à l'arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je gagne du terrain. Donc, c'est là, justement, et c'est quand tout va mal qu'on a tendance à abandonner, et c'est là où il faut donner
un coup d'accélérateur au lieu de, comme je disais tout à l'heure, d'aller pleurer dans le giron de maman, parce que ça sert à rien et ça ne fera rien avancer. Exactement. Très bien. Ben là, ça sera vraiment le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Dominique. C'était très agréable de pouvoir discuter avec toi. Merci. Tu es un homme de métier, ça se sent. En plus, tu es coach, donc je le ressens fortement. Et donc, c'était vraiment très agréable. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui ont réagi. Et donc, je te remercie beaucoup. J'espère que ça vous a tous plu. J'espère que ça vous a aiguillé. J'espère que ça vous a illuminé peut-être des choses en vous disant tiens, une petite idée par rapport aux acquéreurs. C'est vrai que Dominique a été très pertinent là-dessus. Vous pouvez continuer à lui poser des questions. Vous pouvez continuer à me poser des questions. La vidéo sera disponible dans l'après-midi sur YouTube, bien évidemment. Vous pourrez la partager. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Secret de Pige, bien évidemment. Tous les matins, vous pouvez retrouver Dominique, je ne sais pas où, parce qu'il a dit qu'il était tous les matins, peut-être dans un groupe privé. C'est privé. Ok. Moi, j'ai un groupe privé aussi le matin qui s'appelle Un café, une visio et tu prospectes. Dans tous les cas, vous êtes le bienvenu tous dans tous ces événements. Et je vous dis à très, très vite. Je te retrouve quelques minutes, Dominique, après le générique. Ne quitte pas l'émission, s'il te plaît. On se retrouve tout de suite. Et à vous tous, je vous dis ciao, à bientôt. Bye bye. Merci Alexandre, merci à tous. Bye bye. Salut Dominique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you